Me détournant du regard troublé de Dia, je sortis dans la cour avec le comte Vicquan. Très bien, j'accepte votre défi, ai-je déclaré. L'homme rejeta la tête en arrière et rit avec joie de mon accord pour le duel. Tandis que je marchais vers lui, je comptais le temps restant. Encore 443 secondes. Les deux camps avaient cessé de se battre, presque comme si la bataille acharnée de ces derniers jours n'avait jamais eu lieu. Les seules exclamations de l'homme effrayant avaient mis fin au conflit. C'était vraiment un monstre. J'ai marché quelques centaines de mètres depuis le château jusqu'à une plaine offrant une belle vue sur les terres qui nous entouraient, puis je me suis retourné pour faire face à mon ennemi. Il se tenait là, avec ses cheveux roux hérissés et sa lance à deux mains si longue qu'elle éclipsait son porteur. Son corps déjà musclé avait gonflé dans des proportions anormales grâce à la compétence STZ2 accent aigu RO rank, STZ2 accent aigu RO. Berserk. Une faible lueur pouvait être vue dans les yeux de l'homme et des cornes dépassaient de sa tête. Face à un tel spectacle, n'importe qui l'aurait pris pour un démon. Je pouvais presque voir les flammes de son esprit combatif jaillir de tout son corps. Mais quelque chose n'allait pas. Berserk était censé conférer une force écrasante en échange de la perte de la capacité de raisonner. Alors que mon adversaire avait clairement faim de combat, il semblait qu'il était toujours en possession de ses facultés mentales. Il y avait une compétence qui annulait les effets secondaires de Berserk, mais je pensais qu'il était impossible que quelqu'un ait pu avoir la chance de recevoir les deux. Si la déesse lui avait permis de choisir ses compétences comme elle me l'avait permis, cela aurait été faisable, mais les chances semblaient trop faibles pour qu'une combinaison aussi puissante se produise naturellement. Encore 221 secondes. Donnez-moi votre nom, gamin, a demandé l'homme. Ferry Marconi. Ma famille est une famille éloignée de la maison Vicquan. Je ne pouvais pas lui donner mon vrai nom, alors j'en ai proposé un faux à la place. Ferry, je ne l'oublierai pas. Grâce à toi, j'ai pu goûter mon propre sang pour la première fois. À ces mots, l'homme cornu essuya le sang de son front et le lécha. La blessure elle-même était déjà guérie. Même en tant que mage, une telle blessure n'aurait pas dû se refermer après seulement quelques minutes. Son corps robuste avait été amélioré par Berserk, lui offrant une défense incassable, mais une autre compétence lui permettait de conserver son intelligence. L'esprit et la force étaient au top de leur forme. Je ne pouvais pas imaginer un ennemi plus dangereux à affronter. Comme si cela n'était pas déjà assez grave, l'homme semblait également capable de se remettre presque immédiatement de dommages superficiels. Cela m'a presque donné envie de le traiter de tricheur. Je suis heureux de l'entendre. Puisque nous sommes sur le point de nous battre en duel, il est tout à fait approprié de donner votre nom en retour. L'honneur d'un chevalier l'exige, répondis-je. À vrai dire, je me fiche du nom de cet homme, mais s'il voulait jouer au chevalier, j'étais plus qu'heureux de l'accepter. Plus il était distrait, plus il lui serait facile de le tuer. Ah, désolé, je m'appelle Setanta Macness. C'est bien. C'est à ça que ça ressemble de montrer du respect à son adversaire avant une bataille. La famille Macness était connue pour avoir des liens avec la famille royale swagélienne. Alors pourquoi Setanta s'était-il allié à la faction noble révoltée? Setanta était aussi celui connu sous le nom de Kranzund, la même personne dont je pensais auparavant qu'elle avait le plus de chances d'être le héros. Voir comment il avait utilisé sa lance avec un tel effet mortel n'avait guère atténué ses soupçons. Setanta, j'ai quelque chose que je veux confirmer. Si je gagne ce duel, l'armée se retirera-t-elle réellement? J'ai demandé. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Nous nous retirerons et je ne toucherai plus jamais à ce domaine. Si quelqu'un d'autre essaie d'interférer avec cette terre, je le tuerai moi-même. Tu veux en faire un truc? S'enquit Setanta en haussant les épaules. De toute évidence, il était offensé que je ne l'ai pas pris au mot. Un jas était un serment offert aux dieux. Je te crois, mais si je gagne, je vais te tuer. Je ne vois pas comment tu pourras tenir ta promesse. Mes paroles audacieuses étaient considérées comme une provocation. Tu as une grande gueule, gamin. Tu es la première personne assez bête pour me parler de cette façon. Et, Dilmoura, si je meurs, assure-toi de respecter mon serment à ma place. Satisfait maintenant? Merci. Encore une question. Que se passera-t-il si je perds? Si je gagne, alors nous prendrons Dia et tuerons tout le monde ici. Je ne me sens pas bien à ce sujet, mais c'est ce qui va se passer. Cela vous excite encore plus, hein? Ouais, tu as raison. Je ne peux plus perdre maintenant. Alors allons-y et commençons. Je ne peux plus attendre. J'ai attendu toute ma vie quelqu'un d'assez fort pour me livrer un vrai combat. Pour être honnête, parler avec Setanta n'a pas été facile. Je ne pouvais pas du tout comprendre ses sentiments. Avant de commencer sérieusement, pouvons-nous faire reculer les soldats qui nous entourent? J'ai peur que nous ne puissions éviter de leur faire du mal pendant notre combat. Si je gagne, la guerre sera finie. Il n'y a plus besoin de mort inutile, dis-je. Tu es un garçon si gentil. Est-ce que tes parents t'ont appris ces bonnes manières? C'est exact. Je suis le produit d'une discipline très stricte. Les deux camps ont obéi à l'ordre et nous ont laissé une large place. Même si j'avais décidé de tuer tous ceux qui gênaient mon chemin vers le sauvetage de Dia,
je ne voulais toujours pas d'effusion de sang inutile. De plus, c'était une excuse parfaite pour gagner du temps et mettre Setanta en position. Petit à petit, j'ai éloigné notre position de départ du domaine, lui disant qu'il serait plus facile pour nous de nous battre à découvert, sans aucun obstacle. Setanta a craqué et je l'ai guidé précisément là où je le voulais. J'ai produit 4 couteaux en alliage de titane. J'en ai placé 2 sur mes hanches et j'ai saisi les 2 autres dans mes mains. Encore 44 secondes. Désolé, pourriez-vous me donner une seconde pour me préparer? Poursuivre. Ce ne sera pas amusant si vous n'êtes pas au complet. Alors vous êtes un double porteur? Ces couteaux sont chétifs. Comment penses-tu que tu vas arrêter ma lance avec ça? Vous verrez une fois que nous commencerons à nous battre. En fait, ce ne sera probablement pas le cas. Les petites lames n'étaient rien d'autre qu'une distraction. Je les utilisais pour attirer l'attention de Setanta afin de m'assurer qu'il ne remarque pas ma véritable attaque. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je vais mettre fin à ce duel sans avoir à m'occuper de ta lance. Encore 19 secondes. Ta bouche commence à m'énerver. Je n'arrive pas à te comprendre, et cela ne fait que me rendre encore plus excitée à l'idée de te tuer. Quel devrait être notre signal de départ? Et si on commençait quand cette pièce toucherait le sol? Ça marche pour moi. J'ai lancé une pièce avec mon doigt et elle a tourné dans les airs. Setanta se concentra sur la pièce. Dans un véritable combat en tête-à-tête, rien n'était plus important que le premier coup. C'est pourquoi il surveillait la pièce avec autant d'attention, pour s'assurer de ne pas rater le moment où elle touchait le sol. L'homme était tellement concentré qu'il avait perdu de vue tout ce qui l'entourait. 8 secondes de plus. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'être assassiné. Si je devais cerner la signification exacte de ce mot, je le définirais comme le fait de tuer quelqu'un via une méthode inattendue sans qu'une cible se rende compte de ce qui se passe. Même lorsque je me tenais juste devant Setanta, j'avais imaginé un moyen de le tuer qui correspondait à cette définition. Je ne suis pas un chevalier. L'honneur et le respect n'ont pas leur place dans mon travail. Mourir. Le décompte est tombé à 0. Au moment où la pièce a touché le sol, l'esprit combatif et le mana de Setanta ont bondi, mais l'homme a soudainement disparu. Ce n'était pas qu'il s'était soudainement déplacé à une telle vitesse qu'il paraisse invisible, même si c'était ce qu'il avait essayé de faire. Malheureusement pour lui, je l'avais tué avant qu'il n'en ait l'occasion. Ma propre attaque avait été si rapide que même mes yeux toitadés n'avaient pas pu suivre. Un trou qui s'étendait sur des kilomètres avait été creusé dans la terre. Elle s'est fissurée et a commencé à s'étendre à mesure que le sol tremblait. J'ai dirigé tout mon mana vers mes jambes et j'ai bondi en arrière. Je l'ai ensuite réorienté vers ma défense. Le sort que j'avais utilisé pour tuer Setanta était si puissant que j'ai risqué de mettre fin à mes jours avec la réplique. J'ai concentré tout ce que j'avais sur ma défense. C'est alors que le sol a explosé. Des ondes de choc accompagnées d'un tsunami de sédiments ont rayonné depuis l'endroit où se tenait Setanta. J'ai été englouti immédiatement. Totalement enseveli par la terre, j'ai été projeté, impuissant, dans toutes les directions alors que l'onde de choc m'emportait. Une barrière de vent invoquée maintenait mon approvisionnement en oxygène. Je me suis battu désespérément pour maintenir ma production de mana et me protéger. Lâcher prise un instant aurait signifié ma mort. Je n'avais aucune idée de la distance que le tsunami m'avait emporté, mais les secousses ont finalement cessé et je me suis arrêté. Mes 2 jambes s'étaient cassées, résultat d'un saut en arrière avec plus de force que mon corps ne pouvait supporter. J'avais aussi quelques côtes fêlées et mon bras gauche s'était cassé. Heureusement, mes jambes et mes côtes s'étaient cassées assez proprement, alors j'ai utilisé du mana pour les relier ensemble. Mon bras gauche, cependant, avait une fracture ouverte. Si j'essayais de le guérir tel quel, le risque était élevé qu'il se connecte d'une manière non naturelle. J'ai décidé d'attendre un traitement médical. En utilisant la magie de la terre, je me suis libéré de la montagne de terre et de roches. J'ai été choqué de voir où j'en étais arrivé. La force de mon attaque m'avait transporté du lieu du duel jusqu'au rempart démoli. C'était Gungnir, la formule que j'ai développée pour l'utiliser contre le héros. C'est la magie qui t'a tué, Setanta. Ce qui est resté après mon assassinat était choquant. Un abîme béant d'au moins quelques kilomètres de profondeur avait été creusé dans la terre là où se tenait Setanta. Son fond était trop bas pour être vu. La saleté de l'explosion avait été projetée si haut qu'elle pleuvait sur le toit du château. Ce n'était que la suite. Setanta avait été directement touché. Il n'avait aucune chance de survivre et je n'ai senti aucun signe de sa présence. De nombreux soldats des environs ont été ensevelis sous la terre. Les soldats Vikwan aidaient ceux qui avaient besoin d'aide, tandis que les soldats de la faction noble s'enfuyaient avec des regards de terreur confuses. Heureusement que je les ai tous fait rester en arrière, pensais-je. Si quelqu'un d'autre s'était trouvé à moins de 200 mètres de mon attaque, il aurait presque certainement péri. C'était Gungnir, le sort que j'avais conçu pour assassiner le héros. Lorsque j'avais jeté la lance en tungstène par la fenêtre, l'assassinat était déjà terminé à 80%. Il y avait un sort terrestre qui doublait la gravité de la cible.
J'ai étudié la formule de ce sort et découvert que vous pouviez ajuster le multiplicateur à la fois positivement et négativement. J'ai multiplié la gravité du tungstène par 2, ce qui a provoqué une accélération de la lance vers le haut à 19,8 mètres par seconde carré. La durée pendant laquelle mon mana me permettait de maintenir ce sort de gravité inverse était de 3 minutes. La lance a accéléré vers le haut pendant tout ce temps, et même une fois que sa gravité est revenue à la normale, son énergie cinétique a continué à la transporter vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête à un 23,5 km au-dessus du sol. Naturellement, ce qui arrivait devait redescendre. Avec une lance tombant de 23,5 km, elle atteindrait une vitesse de 480 mètres par seconde. La lance pesait 100 kg et tombait à une vitesse de Mach 14, ce qui créait une force de 3,6 fois 10 puissance 9 joules. Considérant un canon de char tiré avec une énergie cinétique égale à 9 fois 10 puissance 6 joules, la lance est tombée avec 400 fois l'énergie cinétique d'un canon de char. Plus l'objet était lourd, plus il tombait avec force, mais le problème était qu'une masse plus grande épuisait mon mana plus rapidement en inversant sa gravité. Cela réduisait considérablement la durée pendant laquelle je pouvais maintenir le sort. À l'heure actuelle, c'était la limite de mon pouvoir. Mon inspiration pour cette attaque était une arme qui avait été développée dans un pays de mon ancien monde connu sous le nom d'Amérique. On les appelait communément les bâtons de Dieu. Rods from God était une idée pour une arme qui permettrait de larguer des tiges métalliques depuis des satellites en orbite dans l'espace. Lors de l'impact, les tiges rivaliseraient avec la puissance des armes nucléaires. Cependant, la réalisation de cette arme a posé des problèmes. Le coût du placement d'objets de cette masse dans l'espace était prohibitif, et même si vous parveniez à envoyer les projectiles dans l'espace, les empêcher de brûler dans l'atmosphère avant qu'ils n'atteignent le sol était également un problème. La magie de ce monde permettait de contourner ces complications assez simplement. J'ai levé ma lance à des milliers de kilomètres dans les airs simplement en inversant sa gravité, et un sort pratique appelé Windbreak traitait de la friction liée à l'entrée dans l'atmosphère en repoussant l'air. Gungnir était le plus puissant que je pouvais gérer, ce qui en faisait un atout dans ma manche. Je le savais déjà, mais mis à part sa puissance, il y a beaucoup d'inconvénients. Le plus gros problème était le temps de préparation. Il fallut au total 10 minutes à la lance pour monter puis redescendre. Un autre problème était la difficulté de viser le tir. Les mages normaux seraient tués simplement en étant pris dans l'explosion de l'impact. Cela signifiait que la zone de mort s'étendait jusqu'à 200 mètres, à condition que la cible soit une personne normale. Je doutais que le héros mourrait à moins qu'il ne prenne le coup de front. Même sans me préoccuper de la friction de l'air grâce à ma magie du vent, je devais quand même tenir compte de la rotation de la planète, parmi de nombreux autres calculs. Même si j'avais fait tous les calculs correctement, si la lance était éteinte ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle ne parviendrait probablement pas à tuer le héros. Heureusement, j'avais pu pratiquer l'attaque à plusieurs reprises sur une île inhabitée. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais probablement raté. Je dois vraiment à Mahad d'avoir trouvé un endroit où je pourrais m'entraîner. Cette fois, la lance avait atterri exactement là où j'avais calculé qu'elle arriverait, mais il me restait encore des ajustements à apporter à la formule. Pour le moment, je dois rechercher son cadavre. En utilisant la magie du vent, j'ai scanné la zone à la recherche de Setanta. Même s'il était probable qu'il était mort, je ne pouvais en être sûr avant de voir le corps moi-même. À Mach 14, Gungnir avait été trop rapide, même pour que mes yeux Tuatha Dé le perçoivent. J'ai fouillé chaque centimètre carré des environs, mais je n'ai trouvé aucun signe de l'homme aux cheveux roux. J'ai même essayé de chercher sous terre avec du mana terrestre, mais cela n'a rien donné non plus. En plus de ne trouver aucune trace de corps, quelque chose d'autre était curieusement absent, Gaebolg, le trésor divin de Setanta. Même après un impact aussi important, il n'aurait pas dû disparaître. Si l'arme n'était pas là, cela signifiait-il que Setanta s'était enfui avec? C'est impossible, me suis-je dit. S'il avait pu attraper la lance et s'échapper, il aurait sans doute tenté de continuer le duel. Dia a couru vers moi. L'armée de la faction noble s'était déjà retirée. En fait, il aurait été plus juste de dire qu'ils se sont enfuis en lieu sûr. Je doute qu'ils voulaient combattre un monstre capable à la fois de causer autant de destruction et de tuer le chien de crâne. Lug, Dieu merci, tu es en sécurité, cria Dia. Je l'ai rattrapée alors qu'elle se jetait sur moi. Il semblait que Dia avait l'habitude de faire des câlins. Elle m'a embrassé sur la joue, puis a rougi d'un rouge profond et s'est détournée. Submergé d'amour pour elle, j'ai tourné son visage vers le mien et cette fois je l'ai embrassée sur les lèvres. Elle accepta le mouvement, même si elle fut obligée de se tenir en équilibre sur la pointe des pieds pour m'atteindre, un effort qui ne fit que la rendre encore plus adorable. Ce n'était en réalité qu'un baiser, nos lèvres se touchaient à peine. Mais cela n'a pas diminué la joie que j'ai ressentie suite à cet acte. Eh bien, c'était une surprise. Mais, pas désagréable. Toutes les manières de Dia étaient mignonnes.
Mon exaltation fut de courte durée lorsque je réalisai que l'assassinat réussi avait créé un nouveau problème. Puisque toute l'armée de la faction noble s'était enfuie, le plan visant à simuler la mort de Dia ne fonctionnerait plus. C'était mon tout premier assassinat raté. Mais les choses auraient certainement pu tourner pire. Même si j'étais fier de mon taux de réussite sans faille en tant qu'assassin, je me souciais bien plus de la sécurité de Dia. Une telle façon de penser aurait été impossible pour moi-même.